Salam la team, salam la famille, quart de finale retour de la Ligue des Champions et pour cette phase-là, nous allons faire des pronostics et parler un peu de ces matchs retour. On va commencer par les matchs d'aujourd'hui. Aston Villa, Paris Saint-Germain, 3-1 à l'aller pour le Paris Saint-Germain. On va parler de Dortmund, Barcelone, 4-0 pour le Barça à l'aller. On va aussi parler enfin des matchs de demain, de Real Madrid contre Arsenal et aussi de l'Inter de Milan contre le Bayern. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Donc, Paris Saint-Germain, Aston Villa, c'est un match entre deux coachs espagnols qui se connaissent très bien. C'est pas au Paris Saint-Germain déjà qu'on va apprendre à être très prudent après un score favorable à l'aller en phase de finale de la Ligue des Champions. Si vous vous rappelez bien, le Paris Saint-Germain s'est déjà fait rattraper dans une histoire assez récente en Ligue des Champions. La première fois déjà avec Unai Emery qui était coach du Paris Saint-Germain et Luis Enrique qui était coach du FC Barcelone, il y avait 4-0 à l'aller. 4-0 pour le Paris Saint-Germain à l'aller et au retour, les hommes de Luis Enrique avaient renversé la tendance 6-1. Donc, c'est deux hommes qui se connaissent très bien, qui se sont déjà affrontés. Et ce sera surtout un match retour qui n'aura rien à voir avec le match aller. Au match aller, on l'a vu, le bloc bas d'Aston Villa, l'objectif pas caché du tout de Unai Emery, c'était de venir mettre en bloc bas et essayer de procéder en contre. Ils l'ont réussi, on va dire 60% du temps, ils ont eu pas mal d'occasions. Même à 2-1, on a vu que Aston Villa arrivait à avoir des occasions de but en contre, mais Paris Saint-Germain, ils ont été beaucoup plus efficaces. Le troisième but de Nuno Mendes était non seulement magnifique, mais c'est un but qui est venu un peu compliquer la tâche d'Aston Villa. Parce qu'à 2-1, je pense que Unai Emery, il vote pour ça. Il vote pour les 2-1 pour jouer après le retour chez lui, essayer de sortir et de s'exposer un peu. Mais à 3-1, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué, surtout pour ce Paris Saint-Germain-là. C'est pas n'importe quel Paris Saint-Germain. Je vous parle de l'histoire récente, du fait que la première fois, c'était ces deux-là, entre Luis Enrique et Unai Emery. La deuxième fois, c'était Pochettino, si vous vous en rappelez. Paris Saint-Germain contre Chelsea, le Chelsea de Mourinho. Donc, à l'aller, je pense qu'il y avait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Au retour, il y a eu 2-0 pour Chelsea avec ce but-là vers la fin du match de Dembaba, on s'en rappelle. Donc, ce Paris Saint-Germain-là n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain de Unai Emery, n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain de Pochettino. Pourquoi? Parce que c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui non seulement est montée en puissance en Ligue des Champions au fil de cette saison-là, mais c'est une équipe qui en 2025 est aussi redoutable. Très redoutable. Le Paris Saint-Germain en 2025 a fait 5 ou 6 matchs où ils étaient menés au score, mais où ils ont gagné le match. C'est-à-dire, l'attitude est là. Et on l'a vu à l'extérieur, le Paris Saint-Germain en 2025, c'est 13 matchs, 13 victoires. C'est une équipe qui peut jouer contre n'importe quel bloc. Quand c'est un bloc bas, on l'a vu à l'aller là contre Aston Villa, le bloc bas, ils ont mis Doué, il s'est bien préparé pour ce match-là, avec ses dribbles, il était très percutant, c'était compliqué. Au retour, on aura peut-être Barcola. Mais quoi qu'on puisse en dire, Aston Villa aussi, ils vont changer d'approche. Ils vont se dévoiler. On aura sûrement Watkins titulaire. On aura peut-être derrière lui McGinn. On aura peut-être Rashford sur le côté. Et Rogers, naturellement, l'incontournable Rogers. Donc, ce sera un match différent pour moi du match aller. Les 15 premières minutes seront toujours très importantes parce que si tu arrives à mettre un but les 15 premières minutes, c'est que tu te lances bien. Déjà, psychologiquement, c'est compliqué pour l'adversaire. Tu es à domicile et tu es poussé par ton public. Donc, ce sera un match pour moi très intéressant. Mais moi, je ne vois pas Aston Villa arriver à bout de cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, si tu ouvres un peu le match pour essayer de marquer, ils vont procéder en contre et ils ont des joueurs redoutables pour ça. On l'a vu contre Liverpool, ce sera donc très compliqué pour Aston Villa. Je vois une victoire, moi, du Paris Saint-Germain. Je pense que le Paris Saint-Germain arrivera à bout de cette équipe d'Aston Villa, même si le Paris Saint-Germain prend le premier but, je les vois remonter au score. Donc, je les vois gagner 3-1, même score qu'à l'aller. Et si en fin de match, Aston Villa réussit à voir ce qu'ils veulent, si en fin de match, Aston Villa arrive à mettre 2 buts déjà dans le match et qu'ils se mettent dans un bloc bas ou bien médian, essayant de conserver ce score, on sera peut-être dans le même scénario qu'au match aller. Et on a vu ce que le Paris Saint-Germain a fait. C'est pour beaucoup de raisons comme ça que je ne vois pas vraiment Aston Villa retourner ce match-là. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 3-1, voire même un peu plus si Aston Villa n'est pas très prudent. Parlons maintenant de Dortmund FC Barcelone. Dortmund FC Barcelone, on dit que Dortmund, ils ont 8% de chances de passer. Très normal quand tu prends 4-0 à l'aller, même si, bon, quand on est supporter du Barça, on comprend que c'est pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que on a regardé ce Barça-là contre Leganés et on sait que c'est une équipe du Barça qui actuellement
paraît assez lessivé. On a vu Lamine Yamal qui multiplie les efforts, c'était compliqué pour eux. C'est une équipe du Barça qui a failli se faire piéger par Leganés. Mais le problème, c'est que Dortmund a beaucoup raté à l'aller. Ils n'ont pas manqué d'occasion. Non. Ils ont juste pas été efficaces. À Guirassy tout seul, Guirassy aurait pu mettre à l'aller 2 buts. 2 buts. 2 fois où vraiment il avait fait tout ce qu'il fallait et il manquait juste qu'à mettre le pied et mettre la balle au fond, mais Guirassy était assez approximatif. Et on a vu Brandt qui n'était pas très inspiré, hein. Donc c'était assez compliqué. Et là, je pense qu'au retour, avec le fait que contre Bayern, on a vu une équipe de Dortmund qui a vraiment tourné, donc ça veut dire que Kovac, il y croit. Et il a bien raison d'y croire. On a vu Adeyemi qui a été reposé, hein, donc pas mal de joueurs ont été reposés contre Bayern. Donc pour moi, ça sera aussi un match un peu compliqué pour le Barça parce que le Barça actuellement va devoir jouer sans Alejandro Balde à gauche, qui est une très grosse perte. Gérard Martin n'a pas le même apport, même si défensivement il paraît plus solide. Et on a surtout une équipe du Barça qui va peut-être tourner. Parce que oui, apparemment, la logique était d'Hansi Flick de ne pas tourner contre Leganés, de gagner ce match-là et de tourner contre Dortmund. Donc, tourner contre Dortmund va vouloir dire quoi? Parce qu'au Barça, il n'y a pas cette profondeur de banc là. Parce qu'en défense, tu as 3 joueurs sur lesquels tu peux compter. Tu as Cubarsí, tu as Araujo et tu as Inigo Martinez. Donc, si là, tu veux tourner, tu es obligé de te dire, d'accord, je vais mettre Araujo et je vais mettre Inigo Martinez. Je vais reposer peut-être Cubarsí ou bien reposer Martinez. En haut, Lamine Yamal, pour le reposer aussi, c'est très compliqué. C'est l'un des meilleurs joueurs du Barça. Et pour reposer Yamal, il faut soit mettre à droite Rafinha et mettre à gauche Ferran Torres, ou bien pour reposer Lamine Yamal, tu le reposes et tu vas jouer avec Pau Victor. Ce qui est encore plus compliqué, ou bien Ferran Torres. Mais tout ça, c'est très compliqué parce que le Barça, si vous les regardez bien, il n'y a qu'un seul vrai ailier au Barça qui colle tout le temps la ligne et c'est Lamine Yamal. Mais sur l'autre côté, c'est Alejandro Balde qui joue souvent ce rôle-là sur le côté gauche parce que tout le temps, on a Rafinha comme faux ailier. Et c'est très compliqué, donc la perte d'Alejandro Balde. Mais encore une fois, le Barça et Dortmund cette saison, ils se sont déjà affrontés en saison régulière. Victoire du Barça à l'Iduna Park. Ils sont affrontés là en phase finale de la Ligue des Champions au match aller, victoire encore du Barça. Donc c'est 2 victoires du Barça pour l'instant et on va peut-être aujourd'hui vers une 3e victoire du Barça, mais ça dépend de l'énergie que va donner cette équipe du Barça parce que c'est une équipe qui pour moi encore une fois paraissait très lessivée contre les Leganés. Donc espérons que surtout ça va tourner, espérons voir peut-être Pedri remplaçant la place de peut-être Gavi, Fermin peut-être titulaire devant, ou bien le retour de Dani Olmo. Il a reçu le feu vert médical, donc il pourrait facilement être titulaire. Je vois personnellement un match nul avec plein de buts, pas un match nul en score vierge, comme on a failli l'avoir en saison régulière, hein. Les 3-2, c'était grâce à un but de Ferran Torres, un but assez tardif, grâce à cette passe de Lamine Yamal, mais ce match aurait pu se terminer par un score de 2 buts partout. Donc je vois pour ce match-là aujourd'hui un match nul, peut-être 2-2, peut-être 3-3, mais je vois un match nul avec beaucoup de buts. Parlons maintenant de la possible remontada du Real. C'est au bout de toutes les lèvres depuis la fin du match aller. Le Real va remonter, c'est possible. Les joueurs ont fait des posts pour en parler. On dit que la vidéo officielle est sortie. On dit que les cheveux seront là. On dit que le toit sera même fermé. Et la réponse des supporters d'Arsenal est très drôle. On dit que le riz se cuit mieux avec le couvercle. C'est très drôle. Maintenant, soyons réalistes un peu et posons-nous pour en parler. Quelles sont les chances du Real de remonter ce score de 3-0? Est-ce que le Real peut neutraliser l'attaque d'Arsenal? Arsenal joue avec un faux 9 qui n'est même pas un attaquant. Merino, c'est un 6, c'est même pas un attaquant. Et c'est quand même un joueur qui a pu mettre ce but magnifique, ce 3e et dernier but qui a peut-être anéanti les chances du Real. Et ce but-là était magnifique. Dans le sens où, à la passe de Lewis Kelly, on a vu un Merino qui se détache complètement de la défense et tu vois Rudiger qui ne le suit pas. Rudiger, c'est censé être le meilleur défenseur actuellement du Real. Et il arrive en une touche de balle à placer cette balle. Bien joué de la part de Mikel Merino et pour un faux 9, c'est exceptionnel. Et parlons même pas des occasions de but qu'Arsenal a eu dans ce match-là. Arsenal aurait pu mettre beaucoup plus de buts si Rice avait joué avec un peu plus de flair en première période, hein. On a vu les actions où Bellingham, qui était chargé d'aider Alaba à contenir Odegaard et Saka, Bellingham s'était fait déposer par Saka avant que Saka ne puisse à 1 ou à 2 reprises essayer de trouver un pied dans la surface. Et s'il y avait la présence d'un attaquant de pointe, là, c'était fini pour le Real.
Et parlons même pas du match exceptionnel de Courtois. Donc actuellement, pour le match retour de demain, le Real doit non seulement avoir un Courtois qui sera exceptionnel, bon, c'est le meilleur joueur du Real cette saison, je pense, Courtois, donc ce sera pas une surprise si jamais il le fait. Donc faudrait avoir un Courtois exceptionnel, avoir une défense irréprochable qui ne va pas prendre de but, solidaire, tranquille, et surtout avoir une attaque de feu qui ne va rien rater. Un Vinicius inspiré, un Mbappé létal et surtout un Bellingham qui pourra non seulement gérer les tâches défensives comme il l'a fait à l'aller, mais être là aussi offensivement. Ce sera très compliqué. Pour moi, la tâche est très compliquée pour le Real. Maintenant, c'est le Real et c'est un match de football. On verra ce que ça va donner. Mais personnellement, je vois pas Bellingham être parfaitement en accord avec ces efforts-là. À l'aller, si vous remarquez bien, à chaque fois qu'il y avait contre du Real, Bellingham était tout le temps derrière. Pourquoi? Parce que il venait tout le temps très bas pour aider à la base. C'était très compliqué. Et sans ce Bellingham-là qui fait ce travail, c'est très compliqué. Déjà, pour la composition, on sait naturellement que Camavinga, il va pas jouer. Il a pris un carton rouge. Tchouaméni est de retour. Il a été suspendu pour le match aller. Ceballos. Ancelotti, c'est un coach très défensif. Donc, à chaque match, il fait tout pour vraiment se protéger. Mais je le vois peut-être mettre un milieu Bellingham, Modric et Tchouaméni. Ce sera très logique quand tu veux être très offensif. Maintenant, si tu veux être très prudent, encore une fois, tu peux mettre Ceballos, même s'il vient tout juste de revenir de blessure. Je sais même pas si c'est prudent. Tu peux mettre Ceballos, Bellingham et Tchouaméni. Ouais, pour moi, c'est très défensif. Et ça va juste permettre à Arsenal de un peu mieux gérer encore le match. Donc, personnellement, pour les pronostics, côté Arsenal, il n'y aura pas de surprise. Hein. Déjà, je pense que Partey avait pris un petit coup, mais là, c'est bon, il est convoqué, il va peut-être jouer. Personnellement, je ne vois pas le Real remonter au score, je ne les vois pas faire la remontada, mais je vois un match qui va peut-être légèrement pencher vers le Real Madrid. Donc, soit un score de 2-1 pour le Real, ou bien un match nul. Bon, c'est ça que je vois pour ce match-là. On va maintenant parler du match entre l'Inter et le Bayern. C'est un match très bizarre pour moi, dans le sens où, d'habitude, en phase finale de la Ligue des Champions, pour le match aller, l'équipe à domicile fait tout pour se mettre à l'aise dans le match. C'est ça la norme, en fait. Les matchs aller en phase finale de la Ligue des Champions sont d'habitude très, très différents des matchs retour. Pourquoi? Parce qu'au match aller, l'équipe qui se déplace fait tout pour prendre le moins de buts possible. On l'a vu, hein, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Tu vois Aston Villa qui vient, qui met un bloc bas. C'est ça pour moi la norme. Par exemple, au match aller aussi Arsenal-Real Madrid, tu vois un Real qui vient, qui reste un tout petit peu derrière et qui veut procéder en contre. Donc, qui demande à Arsenal d'assumer le jeu. Arsenal l'a assumé, le Paris Saint-Germain l'a assumé. Tu as Barça et Dortmund, Dortmund vient et demande au Barça d'assumer le jeu. Le Barça assume et arrive à mettre 4-0. Et au retour, ce sera très différent parce que les équipes, il y avait déjà un score à l'aller. Donc, puisqu'il y a déjà un score à l'aller, il va falloir maintenant changer la manière de jouer. C'est pour ça que les matchs d'aller sont différents des matchs retour. Mais pour Inter et Bayern était à domicile au match aller. Et on a vu une équipe d'Inter qui a dominé ce match-là. Maintenant, ça s'explique par les nombreux absents. Hein. On a pas Musiala, pas Upamecano, pas Davis, pas Neuer. Donc, c'était très compliqué pour le Bayern. Donc, surtout quand on voit que Guerreiro, qui jouait un tout petit peu le rôle de Musiala, c'était compliqué pour lui. Müller n'avait pas débuté le match. Il est venu au cours du match. Il a mis son but. Et même, il a joué contre Dortmund là en championnat ce week-end. Donc, Müller sera de retour, sera peut-être intéressant pour le Bayern, mais est-ce que ce sera suffisant face à cette défense interiste? C'est ça la question, parce que Inter, c'est une équipe qui a un milieu de terrain très efficace, une défense très, très, très solide et surtout une attaque de feu. On l'a vu à l'aller avec ce but exceptionnel de Martinez, mais avec un Thuram exceptionnel dans ce but-là et Thuram qui a été reposé ce week-end. Thuram sera titulaire et sera encore très intéressant. Donc, la tâche paraît très compliquée pour le Bayern, même si tous les signes sont là pour montrer que c'est possible. Quand je dis que les signes sont là, c'est qu'à l'aller, on a vu que le Bayern a eu pas mal d'occasions de but. Hein. On a vu qu'Olysée aurait pu mettre un but, surtout Harry Kane aurait pu mettre un but. Olysée l'avait très bien servi et il a mis la balle sur le poteau. Donc, Harry Kane a eu des occasions, Olysée a eu des occasions, il y a eu beaucoup d'occasions franches, on va dire, pour le Bayern au match aller. Donc, avec 2-1 à l'aller, au retour, tu mets un seul but, tu vas en prolongation. Donc, c'est ça, en fait, les signes. Donc, tu as la possibilité de le faire. Mais c'est face à la meilleure défense actuellement en Ligue des Champions. C'est face à une équipe d'Inter
qui a battu City en Ligue des Champions, qui a battu Arsenal. Arsenal qui a une défense solide aussi. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de ressources. Donc, ça va être très compliqué. Je vois personnellement à peu près le même score qu'on a vu à l'aller, c'est-à-dire 2-1 pour l'Inter. Je vois pas le Bayern renverser la tendance, même si j'ai vu à l'aller que le Bayern avait la possibilité de mettre plein de buts. Avec un peu plus de chance, ils peuvent demain mettre pas mal de buts, 1 ou 2 buts à cette équipe d'Inter. Mais je vois cette équipe d'Inter avoir pas mal de ressources aussi pour leur mettre beaucoup plus de buts. Donc 2-1 pour moi pour l'Inter, voire 3-1. Pour moi, ils sont vraiment favoris pour ce match-là. Dites-moi ce que vous pensez des matchs et des pronostics. On va se retrouver déjà ce soir pour débriefer les matchs de ce soir et on verra ce que les résultats ça donne et on verra aussi par rapport à demain ce que les résultats vont donner. On se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao et prenez bien soin de vous.